Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et l'épisode d'aujourd'hui s'attachera à la course en ligne des Jeux Olympiques hommes. Donc vous le savez, cette semaine, ce samedi, on a la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris, donc une course qui sacrera le nouveau champion olympique pour les 4 prochaines années. Et donc je vous propose que dans cet épisode, on se penche sur cette course-ci, qu'on analyse le parcours, les différentes équipes et puis qu'on envisage les différentes stratégies qui pourront être mises en place. Donc tout d'abord, si on se penche sur le parcours, donc la course des Jeux Olympiques de Paris, c'est 272 kilomètres, donc entre Paris et Paris, mais on passe d'abord par une longue partie en ligne, en vallée de Chevreuse, où il y a des petites côtes, et ensuite on arrive dans un circuit urbain final qu'on fera 2 fois et demi pour arriver sur le Trocadéro. Euh, Concernant le parcours total, c'est 272 kilomètres, donc c'est vraiment très long comme course, avec un peu moins de 3000 mètres de dénivelé positif. Donc c'est un peu dur, mais pas tant que ça, quoi. On n'est pas sur une ardennaise, on n'est pas sur un Liège-Bastogne-Liège, c'est moins dur, quoi. Hem, Ce qu'il faut savoir tout d'abord sur la première partie, c'est donc, la course en ligne. Ça fait un peu plus de 200 kilomètres, en passant donc je disais par la vallée de Chevreuse. Il y a quelques côtes qui sont répertoriées, les unes après les autres. C'est jamais vraiment très plat, mais c'est pas des côtes qui sont très difficiles, hein. C'est les côtes des Gardes, par exemple, côte de Saint-Germain-en-Laye. Enfin bref, c'est des côtes qui sont jamais à plus de 2-3 kilomètres et dont les pourcentages moyens sont rarement au-dessus de 6%, quoi. Donc, il y a moyen de sortir, pour une échappée notamment. Après, pour des favoris, c'est peut-être un peu loin. Je pense qu'on attendra plutôt le circuit final. Mais cette partie de vallée chevreuse, elle sert surtout à user un peu les organismes avant qu'on arrive dans le circuit final où les gens auront l'occasion de voir les coureurs passer plusieurs fois, puisqu'on y passe donc 2 tours plus une moitié de tour dans le circuit final, dans Paris même. Sur la partie de la vallée de Chevreuse aussi, euh, c'est exposé au vent, je crois. Sur pas mal de secteurs. Mais en termes de météo, ils annoncent pour l'instant pour samedi un temps assez chaud, mais moins chaud que ces derniers jours. Parce que là, il fait un peu plus de 30 degrés tous les jours à Paris. Là, ils annoncent environ 27 degrés au maximum dans l'après-midi, avec des rafales de vent qui montent jusqu'à 20 km/h, donc pas trop de vent a priori. Et une météo plutôt clémente pour nos coureurs qui auront donc pas trop grosse chaleur, ce qui est un point assez important vu que c'est une course très particulière, qui se court avec seulement, 4 coureurs maximum par équipe. Donc en termes de ravitaillement, ça demande plus d'efforts que sur une course classique. Donc c'est pas plus mal s'il fait pas, 40 degrés pendant la course. Heu, on reviendra un peu sur le fait qu'il y ait que 4 coureurs par équipe, mais d'abord on se concentre vite fait sur la fin du parcours, donc le circuit urbain qui est dans Paris. Donc on va monter, 2 fois, toutes les côtes et une troisième fois la côte de Montmartre. Donc la première côte, c'est la côte de Montmartre qui passe par la rue Le Pic, je crois, si je dis pas de bêtises. Hem, donc pour la montée de Montmartre, le point principal, bon déjà c'est que c'est à Montmartre et c'est super beau, mais c'est aussi que c'est une côte qui est totalement pavée. Donc ça aura un impact assez important quand même sur le déroulement de la course. Euh, pour ce qui est répertorié, la côte c'est 1 km à 5,7%, mais c'est un petit peu trompeur parce qu'il y a des passages où il y a des petits replats. Surtout ça prend pas en compte le fait qu'il y ait des pavés. Donc une côte pas si facile que ça, avec une route étroite sur le sommet en plus. Donc côte qui sera probablement l'endroit le plus décisif du parcours, on va pas se mentir. Donc la côte de Montmartre. Ensuite, on enchaîne avec une deuxième côte qui est la côte du boulevard Sérurier. Je suis pas sûr qu'elle ait un nom spécifique. Euh, pour le boulevard Sérurier, c'est un peu moins dur. En plus, il n'y a même pas de pavé. C'est sur une route assez large. Si on regarde en termes de pourcentage, je crois que c'est 2 km à 3%. Mais c'est en palier. Il y aura un moment, il y aura peut-être 100 mètres à 8%, mais tout se fait en palier, donc le pourcentage moyen est assez trompeur, mais c'est pareil. Ça, c'est une cote qui peut user les organismes. Ça ne sera pas vraiment, je pense, l'endroit qui sera vraiment décisif. Et il y a une troisième cote qui est donc la cote de Belleville. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Donc dans Belleville, euh, pour la partie qui est répertoriée, il y a 400 mètres à 4%. C'est pavé aussi, mais je pense qu'elle fera un peu plus mal que la cote du boulevard Sérurier. Donc à suivre. Et ensuite, les coureurs reviendront donc sur le début du circuit pour reprendre la butte de Montmartre. Donc ce circuit urbain, il y a quand même pas mal de virages puisque c'est dans la ville.
mais je trouve qu'il y en a moins, par exemple, que sur l'édition des championnats du monde qui était à Glasgow. Donc, on a certaines relances qui seront assez méchantes avec des quasiment demi-tours à certains endroits. On a des rues qui sont assez étroites, parfois du mobilier urbain, mais donc c'est une partie qui est assez importante dans le sens où ça favorisera les coureurs qui sont plutôt techniques. On sait qu'un coureur comme Mathieu Van Der Poel, par exemple, devrait être à l'aise, tandis qu'un Remco, ce sera peut-être un peu plus en souffrance. Mais je pense pas non plus que ça soit du niveau des championnats du monde de Glasgow que Van Der Poel avait remporté. Je pense qu'il y a peut-être un peu moins de virages quand même, donc ça devrait être un peu moins décisif quand même que pour les championnats du monde de Glasgow. Donc voilà pour le parcours, c'est quand même un parcours qui est plus usant qu'il en a l'air, je pense. Déjà parce que ça fait 270 km, parce que il y a des parties exposées un peu au vent, parce que ça monte, ça descend souvent, qu'il y a des parties pavées, que pour le circuit final c'est très technique vu que c'est dans la ville et que ça c'est aussi quelque chose qui fatigue les organismes avec pas mal de relances. Euh, et un autre élément qui va fatiguer les coureurs, c'est qu'on n'est pas beaucoup dans le peloton. En fait on est 90 coureurs pardon, qui sont inscrits à cette course-là avec un grand maximum de 4 coureurs par nation. Donc ça, c'est pour les nations qui sont le mieux classées au classement UCI. Donc 4 coureurs, c'est vraiment pas beaucoup. Il me semble qu'aux Jeux Olympiques de Rio, c'était 5 coureurs par équipe, certaines pour les plus grosses nations. Là, c'est 4 coureurs par équipe, 90 coureurs au total, il n'y a pas d'oreillette. Euh, en termes de communication, pour la partie dans la vallée de Chevreuse, il faudra descendre à la voiture pour communiquer avec le sélectionneur. Et sinon, dans le circuit urbain, je pense qu'il y aura des entraîneurs qui seront disposés dans les parties un peu, comment dire, déterminantes, et puis ils auront des panneaux, ils pourront donner des conseils, mais donc ça, c'est pour la stratégie, il faudra vraiment être très au point avant le départ de la course pour pouvoir s'entendre entre les différents coureurs. Et aussi, sur les 90 coureurs, il y en a beaucoup de petites nations. Ça, c'est un élément qui est important, beaucoup de petites nations qui ont un seul coureur et qui ont des coureurs qui sont pas nécessairement au niveau World Tour. Donc ça, c'est des coureurs qui vont pas rouler, ou alors qui vont aller dans l'échappée, mais qui vont pas rouler derrière le peloton. Donc en fait, au final, on se retrouve avec quelques grosses équipes qui ont 4 coureurs, 4 ou 3 coureurs, et ensuite après, c'est rapidement chacun pour sa peau. Donc en termes d'organisation du peloton, c'est vraiment quelque chose de très spécifique qui a rien à voir avec ce qu'on peut voir d'habitude sur les courses sur le tour, où on a 6 ou 7 coureurs, 8 coureurs même parfois dans les grands tours, par équipe. Là, ça va être vraiment très spécifique. Il faudra qu'il y ait des alliances entre les différentes nations. Il y aura peut-être aussi des alliances entre les équipes de marque pour certains coureurs qui sont notamment isolés dans des nations avec peu de coureurs. Donc ça, j'insiste, c'est vraiment le point saillant de cette course-là, c'est que c'est un format qui est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les courses World Tour. Heu, voilà, je pense qu'on peut passer directement aux favoris. Et donc pour ça, on va se pencher sur les cotes Winamax. Évidemment, c'est pas une incitation à parier, c'est simplement, pour voir ce que les bookmakers ont en tête pour l'instant en termes de favoris et de stratégies qui peuvent être mises en place, pardon, par les différentes équipes. Et donc, le grand favori pour les bookmakers pour cette édition des Jeux Olympiques, il est coté à 3. C'est Mathieu Van Der Poel, sans grande surprise. Donc, Van Der Poel qui est coté à 3. Pourquoi? Parce que, a priori, il a une préparation qui le place dans les meilleures conditions pour cette course-ci. Donc, on sait qu'il a beaucoup couru cet hiver au cyclocross. Ensuite, il a fait une campagne de classique assez démentielle où il a écrasé toute la concurrence. Il a vraiment écœuré tout le monde. Alors là, en plus, on est sur un profil qui est assez proche d'une course flandrienne quand même, avec du dénivelé positif, mais pas de côte trop longue ni trop pentue. Du pavé sur certains endroits, même si évidemment ça n'a rien à voir avec le pavé de Paris-Roubaix, ni même encore du Tour des Flandres, mais c'est quand même un petit élément de technique. Beaucoup de virages, lui ça le dérange pas. C'est un cyclo-crossman, il est très à l'aise sur son vélo, il est très explosif, donc il peut faire des grosses relances. Il a déjà gagné sur les mondiaux à Glasgow, qui est vraiment le circuit, je pense, qui est le plus proche de ce qu'on peut voir ici pour les Jeux Olympiques à Paris. Donc évidemment, c'est le grand favori. En termes de préparation, donc il a fait ce gros bloc de classique au début, puis ensuite il a coupé après Liège-Bastogne-Liège pour revenir sur le Tour de France. Donc ça fait quand même une coupure de plus de 2 mois, le temps de récupérer un peu de ses efforts des classiques et aussi de la saison de cyclocross. Et pendant le Tour de France, il n'a pas fait grand-chose. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait le poisson pilote pour Jasper Philipsen. Il a attaqué dans des échappées, il est allé dans les échappées sur les étapes de Valoir, donc l'étape du Galibier, sur les 2 étapes pyrénéennes aussi, alors que bon, il avait clairement aucune chance de s'imposer. Bref,
il a fait la préparation parfaite pour les Jeux Olympiques en allant au Tour de France et en faisant des efforts. Donc a priori, Mathieu Van Der Poel devra arriver, très en forme. On sait aussi que Mathieu Van Der Poel, c'est un homme qui sait très bien cibler ses objectifs. Donc là, je pense que ça fait assez peu de doute, sur le fait que Mathieu Van Der Poel sera en forme pour cette course des Jeux Olympiques. Même si on avait par exemple les championnats du monde en Australie où il était annoncé et puis il y a eu cet incident dans l'hôtel. Donc ça, c'est le petit facteur mystère de Mathieu Van Der Poel. Mais bon, je pense qu'on ne faut pas se faire trop d'illusions. Il sera très fort au départ des Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il est coté à 3. Mais il a un petit inconvénient, c'est son équipe. Alors le problème des Pays-Bas, c'est qu'ils sont pas si bien classés que ça au classement UCI. Et donc ils ont seulement 3 coureurs sur cette course. Là où les principaux rivaux de Van Der Poel auront 4 coureurs dans leur équipe. Et il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est la qualité des coureurs qui sont avec lui. Donc les deux équipiers de Van Der Poel dans cette équipe des Pays-Bas, c'est Dylan Van Baarle et Dan Houle. Alors, sur le papier, moi j'aime bien cette compo, parce que c'est deux gros équipiers qui sont des équipiers justement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté en termes de leadership. Dan Houle, coéquipier vraiment modèle, et Dylan Van Baarle, c'est vraiment un sacré routier. Van Baarle, en plus, on sait qu'il est très fort sur les championnats. Je me souviens des championnats du monde, notamment, je crois, ceux de Liévin, où il était vraiment super impressionnant. C'est un coureur de championnat, Van Baarle, c'est un coureur de classique. Ça tombe bien, ça ressemble vraiment à un format classique. C'est un bon capitaine de route aussi. Il a l'expérience, Dylan Van Baarle, maintenant, il a 32 ans. C'est pas n'importe qui. Euh, il a déjà gagné Paris-Roubaix, il a déjà gagné des grandes classiques. Donc, sur le papier, bonne équipe, même s'il leur manque un coureur pour être 4. Par contre, ça me pose un peu question sur les états de forme. Dan Houle, d'abord. Dan Houle, bah, il est équipier. Il a fait sa grosse saison de classique. Il a fait le Giro ensuite. Puis après, il a repris tranquillement au Tour de Belgique. Et ensuite, championnat des Pays-Bas, pardon. Il a gagné le contre-la-montre. Donc ça montrait quand même qu'il était pas trop mauvais. Même si, bon, le deuxième, c'était Mick Van Dijk. Et ensuite, Stuart Bax. Donc c'est pas non plus une concurrence XXL, mais il a quand même gagné le championnat du monde, le contre-la-montre, pardon, des championnats des Pays-Bas. Et c'est pour ça qu'il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques, notamment, je pense, puisque il fallait que parmi les trois coureurs, il y en a un qui fasse le chrono. C'est lui qui a fait le chrono des Jeux Olympiques. Il a terminé 17e. 17e, c'est un temps moyen, mais c'est pas trop mal. Juste derrière Magnus Sheffield, devant Bettiol. Là, c'est pas trop mal. Même si devant lui, il y a des coureurs comme Vauquelin qui a crevé, etc. Ryan Mullen, par exemple. Mais je pense que c'est un temps assez honorable. Donc, Dan Houle, forme a priori OK. Par contre, Dylan Van Baarle, il a un début de saison très compliqué. Il a chuté sur les classiques, donc il était pas très en forme. Il a fait aucun résultat cette saison, hein, c'est clair, Dylan Van Baarle. Et puis surtout, sa dernière course, c'était le Critérium du Dauphiné, où sur l'étape 5, il tombe et il se fracture la clavicule. Et là, on est un peu moins de 2 mois après la chute, et le gars revient, et sa première course, c'est les Jeux Olympiques 270 bornes. Moi, franchement, ça me laisse circonspect. Je pense que s'il est sélectionné, c'est parce qu'il a donné des garanties à son sélectionneur. Donc, il a dû voir sur ses données d'entraînement, dire c'est bon, Dylan est apte. Mais moi, ça me fait un peu peur quand même. Enfin, j'aimerais pas être les Pays-Bas et avoir un coureur, même si c'est Dylan Van Baarle et que sur le papier, il est d'une qualité immense, un mec qui a pas couru depuis le Critérium du Dauphiné, où il a abandonné sur fracture de la clavicule. Donc, ça pour dire que les Pays-Bas, du coup, 3 coureurs seulement. Danoulo, très bon équipier, mais Van Baarle vraiment dans le flou. Van Baarle, qu'on soit clair, à son meilleur niveau, je le mets même en énorme outsider pour la victoire. Mais là, dans ces conditions-là, c'est le grand flou sur son état de forme. Donc, oui, Van Der Poel est très fort. C'est un parcours qui lui convient à merveille. En revanche, du côté de son équipe, on n'a pas forcément des certitudes très élevées. Contrairement aux énormes adversaires, on va dire, de Mathieu Van Der Poel, qui seront non pas un coureur, mais deux coureurs, même une équipe. C'est l'équipe de la Belgique. D'ailleurs, si on regarde les cotes, on a Remco Evenepoel qui est coté à 6 et Wout van Aert à 7. Ça, c'est parce qu'il y a un double leadership. Mais s'il y avait un leadership unique, on va dire un Wout et Evenepoel, je ne sais pas s'il y avait un seul coureur qui était désigné comme le leader unique, il y aurait peut-être une cote à 4 ou 4,5. Euh, donc là, c'est coté à 6 à 7 parce qu'on ne sait pas qui sera le leader
de la Belgique et probablement qu'il n'y aura pas de leader désigné. Il y en aura deux. Ça sera Van Aert et Evenepoel. Évidemment, c'est un parcours qui leur convient aux deux, à Van Aert et à Remco. Je pense que les deux sont en forme. Remco, Tour de France exceptionnel, qui a dû bien le mettre en forme. Il vient de gagner les Jeux Olympiques sur le chrono, donc ça montre qu'il est très fort. Il a battu des mecs comme Ghana, Tarling et puis comme Van Aert. Et voilà, il était d'assez loin le meilleur, Remco, alors qu'en plus c'était mouillé, donc c'était pas forcément un parcours qui lui convenait. Bref, Remco était en forme pour le chrono. J'espère que là, sur les Jeux Olympiques, il va pas commencer à payer un peu ses efforts du Tour de France, parce que lui, pour le Tour de France, il n'a pas pu faire une préparation spécifique JO, il était à fond tous les jours. Normalement, on sait que c'est quand même une bonne préparation pour les Jeux Olympiques, mais j'espère qu'il va pas tirer la langue en fin de parcours, suite à tous les efforts qu'il aura produits. Et puis on a Van Aert. Van Aert, donc, qui est le deuxième leader de la Belgique. Van Aert qui a eu un début de saison horrible, qui a galéré avec des blessures, qui est allé sur le Tour de France, qui a fait des efforts, qui a fait beaucoup d'efforts, mais qui a jamais su gagner. Mais il avait l'air de monter en puissance, et ça s'est confirmé pour le contre-la-montre, pardon, des Jeux Olympiques, où il a fini troisième. Troisième devant Tarling, donc Tarling qui avait quand même crevé, si je dis pas de bêtises, mais 25 secondes derrière Evenepoel, 15 secondes, 10 secondes pardon, derrière Ghana, et puis après un boulevard devant les 5e, 6e. Donc je pense que Van Aert arrive très en forme pour ces Jeux Olympiques. Donc ça c'est une bonne carte, surtout qu'on sait que c'est un parcours qui lui convient. Probablement mieux peut-être qu'Evenepoel, ou Evenepoel, le fait qu'il y ait beaucoup de relance et qu'il y ait des pavés, c'est pas forcément pour l'aider vraiment. Mais Van Aert, lui, c'est vraiment un parcours qui lui convient bien. Surtout que il sort d'une saison galère et ça va peut-être l'aider dans le sens où il aura un peu moins la pancarte que d'habitude. On sait que l'écueil principal de Van Aert sur ces dernières années, notamment sur les courses des mondiaux, sur les grosses classiques, sur les Jeux Olympiques de 2021 par exemple, où il avait terminé deuxième, son gros écueil c'était qu'il était trop marqué par les autres coureurs parce que c'était l'immense favori. Cette fois-ci, il s'avance un peu plus masqué et c'est peut-être une bonne chose pour lui, avec un état de forme qui je pense est en train de monter. Hem, Franchement, Van Aert, bon coureur, très bon pion, et donc il sera co-leader avec Remco Evenepoel. Dans leur équipe, il y aura 2 coéquipiers de talent, puisqu'il y aura Tiesj Benoot et Jasper Stuyven. Tiesj Benoot qui sera vraiment, le coéquipier, je pense, désigné à aller chercher des bidons dans la voiture et à rouler derrière les échappées. Évidemment Benoot, coureur énorme, ce sera un équipier, de luxe. Et puis il y a Stuyven. Stuyven qui devrait être équipier aussi, je pense, puisqu'on peut pas se permettre d'avoir, déjà 2 leaders, c'est beaucoup sur une équipe de 4. Donc je pense pas que Stuyven ait vraiment sa carte, mais ça m'embête un peu parce que Stuyven, moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup et surtout j'ai l'impression qu'il arrive très, très fort. Il est monté en puissance sur le Tour de France après sa chute à travers la Flandre, si je dis pas de bêtises. Il est revenu sur le Tour de France, il est monté en puissance, il a fait un Tour de France vraiment, préparation JO. C'est un profil qui lui convient très bien. On se souvient sur les championnats du monde à Liévin, en 2021, il avait fini quatrième sur un profil qui était assez proche, notamment ceux où Van Baarle avait fait deuxième. Voilà, on revient un peu à Van Baarle. Heu, Sauf que Stuyven, là, je pense qu'il est vraiment en très bonne forme. Donc gros, gros, gros équipier pour, la Belgique. La Belgique, donc qui aura Evenepoel et Van Aert en leader et puis Stuyven et Benoot qui vont rouler. Une chose est sûre, c'est que la Belgique va devoir assumer le poids de la course, encore plus que les Pays-Bas, je pense, puisque les Pays-Bas vont se cacher un peu derrière la carte, on n'est que 3. Tandis que la Belgique, vous êtes 4, vous avez 2 gros favoris pour cette course-là, vous êtes obligés d'assumer la course. Et vu qu'il y a que 4 coureurs, et bah, si on met un Tiesj Benoot par exemple à rouler derrière l'échappée, on n'aura plus qu'un équipier devant les deux leaders. Il faudra vraiment réfléchir à une stratégie de course bien établie. On en reparlera, je pense, une fois qu'on aura vu en liste, on aura fait la liste pardon, de tous les coureurs qui sont engagés. Mais ouais, la Belgique qui devra forcément porter le poids de la course. Et donc ils sont cotés à 6 et 7 pour dire, en gros, la Belgique est à peu près favori au même rang que Mathieu Van Der Poel, mais on ne sait pas si ce sera Evenepoel ou Van Aert le plus gros leader. Je parle pas de Stuyven, même si j'aimerais bien, je pense qu'il sera totalement équipier. Il y a un autre favori qui est coté à 7, c'est Mats Pedersen. Donc Mats Pedersen, aussi dans une équipe de 4. Le Danemark, qui est bien classé au classement UCI, grâce à Pedersen notamment, grâce à Vingegaard, etc. Donc ils seront 4 du côté pardon, du Danemark, ce qui est un avantage. Euh, il y aura deux gros équipiers.
puisqu'il y aura Mikel Bjerg et Morkov qui, eux, seront équipiers, c'est certain. Et puis après, euh, il y aura Skelmose, Mathias Skelmose avec Mats Pedersen. Quel sera le leadership? Je pense que c'est quand même tout pour Pedersen, parce que c'est pas vraiment le genre de profil où Skelmose brille, et surtout, c'est vraiment le genre de profil où Pedersen brille. Donc, je pense qu'en termes de leadership, on peut peut-être laisser planer une doute sur la place de Skelmose, mais je pense qu'au final, on va tout faire pour Pedersen, et ça serait, je pense, une erreur de pas tout miser sur Pedersen. Le seul problème avec Pedersen, c'est qu'il a chuté pendant le Tour de France et qu'on connaît pas son état de forme. Il n'a pas pu se préparer de manière totale. Bon, après sa chute, elle était, comment dire, c'est pas une chute si grave puisqu'il a chuté, je crois, sur l'étape numéro 5. euh, et ensuite, il a continué les autres étapes avant d'abandonner au départ de l'étape 8. Donc ça veut dire qu'il était encore en état assez solide pour pouvoir rouler sur les étapes d'après et qu'on a peut-être hésité à le faire abandonner, mais finalement, il a abandonné quand même au départ de l'étape qui partait à Colombey. Donc je pense que sa blessure devait être assez superficielle quand même. Assez difficile pour le faire abandonner sur le Tour de France et pour lui dire qu'il serait peut-être mieux pour la suite de ta saison que tu rentres chez toi, mais assez superficielle pour qu'on te laisse repartir le lendemain de ta chute. Mais état de forme un peu en dilettante. Franchement, je ne sais pas trop où en est Mats Pedersen. Pedersen, évidemment, sur le papier, c'est un candidat à la victoire pour ce profil-là. Il a gagné Gand-Wevelgem cette année. Euh, il a déjà gagné des championnats du monde. C'est un coureur qui aime bien les courses très longues. Aucun problème là-dessus. Sur les championnats du monde l'an dernier, il était dans les 4 meilleurs avec Pogačar, Van Aert et Van der Poel. Ça ne fait aucun doute que Mats Pedersen sera un gros concurrent pour, heu, pour cette épreuve des Jeux olympiques et le Danemark, je pense, devra aussi un peu assumer le poids de la course, au même titre que certaines équipes, dont la Belgique. Donc je pense que Morkov et Bjerg seront des équipiers absolus. Heu, Reste à définir quel sera le rôle de Skelmose exactement. Moi, je pense qu'il sera lieutenant de Pedersen, mais peut-être qu'on pourra jouer un peu là-dessus sur le plan stratégique avec le Danemark. Et donc on espère vraiment un Mats Pedersen en pleine possession de ses moyens. Mais vous voyez, pour les bookmakers, il est coté à 7, au même rang que Van Aert, quasiment au même rang que Remco Evenepoel. Donc c'est vraiment une force, euh, une force de Mats Pedersen. C'est juste que lui, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de leader dans son équipe. Donc peut-être sur le plan individuel, légèrement en dessous, peut-être d'Evenepoel et Van Aert. Mais termes de cote, il est coté à 7. Donc lui, ça sera le représentant principal des espoirs du Danemark. Et je pense que c'est une très belle carte. Dans les favoris, ensuite, si on continue, on arrive à 15 directement. Donc vous voyez là, il y a un premier espace. Donc Van der Poel, énorme favori. Ensuite, la Belgique juste derrière. Pedersen un peu derrière. Et ensuite, là, il y a un écart quand même assez important. Et celui qui est coté à 15, c'est Julien Alaphilippe. Donc Julien Alaphilippe, Cocorico, le leader français. Euh, Dans cette équipe de France, pardon, on aura 4 coureurs. Puisque la France est passée ric-rac, je crois que c'était le dernier pays, si je dis pas de bêtises, à être à 4 coureurs. Donc ça, c'est un avantage non négligeable. Et la sélection, c'est Kevin Vauquelin, Valentin Madouas, Christophe Laporte et Julien Alaphilippe. Euh, pour être honnête, il n'y a pas de gros favoris hein, sur cette épreuve. Julien est coté à 15 parce qu'il a un passif sur les courses de championnat du monde. Il en a déjà gagné 2 fois, une fois notamment à Liévin où on l'attendait pas trop. Et là, c'est un peu ce qu'elle a. On sait qu'il fait un début de saison ok, Julien. Par rapport à ses saisons précédentes qui étaient vraiment galères, cette saison-ci, il a l'air de se reprendre un peu. Il a notamment gagné 7 étapes sur le Tour d'Italie. Il n'a pas trop pesé sur les classiques flandriennes auxquelles il est inscrit puisqu'il avait une blessure au genou. Mais en tout cas, sur le Giro, il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ça a payé sur l'étape numéro 12 qui arrive à Fano. Je me souviens de ce numéro en quasi solitaire avec un coureur de la Hello Cometa, si je dis pas de bêtises. Euh, il a vraiment démontré sa force sur cette étape-là. Il manquait un peu de punch. On l'a vu par exemple sur la première étape qui arrivait à Turin où il n'a pas réussi à accompagner Narvaez, Pogacar. Mais on a senti dans ce Tour d'Italie qu'il montait en puissance avec donc cette étape remportée à Fano. Euh, et ensuite, il a fait une coupure, championnat de France, où il n'a pas pu peser vraiment sur la course. Et là, Tour de Slovaquie, puis Tour de République tchèque, pardon, en juin et juillet, où il a gagné une étape sur chacun des deux. Bon, évidemment, la concurrence était beaucoup plus faible,
Mais ça montre quand même que Julien Alaphilippe a plutôt la patte et je pense qu'il a une bonne préparation aussi pour le Tour de France, pour les Jeux Olympiques, pardon. Justement, lapsus, il n'a pas fait le Tour de France. On aurait pu dire le Tour de France est la meilleure préparation pour les Jeux Olympiques, mais pour un coureur qui a déjà fait le Giro, ça ne l'est pas vraiment. D'ailleurs, je crois que c'est un des rares coureurs qui se présente aux Jeux Olympiques en n'ayant pas fait le Tour de France, dans les leaders, je veux dire. Mais je pense qu'il a quand même une bonne préparation. Donc Julien arrivera en forme. Après, reste à savoir où se situe pardon, son niveau intrinsèque du Alaphilippe 2024, qui n'est plus le Alaphilippe 2020, 2021, 2019. Euh, Autour de lui, dans son équipe, c'est un peu flou, la stratégie de l'équipe de France. Je pense que ce sera lui vraiment le gros leader. Mais autour, Madouas et Laporte peuvent peut-être jouer leur carte. Probablement que Laporte sera quand même le numéro 2. Donc il sera là en backup d'Alaphilippe et qui jouera sa carte en tenant le plus longtemps si jamais ça marche pas du côté des attaques d'Alaphilippe et si ça reste groupé. Puis après, on a Madouas et Vauquelin. Vauquelin, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je pense que là, il arrive un peu cramé. On a vu que sur la fin du Tour de France, il était un peu cramé, Kevin Vauquelin. Sur le chrono, il disait qu'il était cramé, mais que le public l'avait poussé jusque dans ses retranchements. J'ai peur qu'il soit un peu court, donc je pense que ça sera vraiment l'équipier. Et Madouas devra être un équipier, je pense, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir trois coureurs à protéger dans une équipe de quatre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudra que Valentin Madouas soit un équipier aussi. C'est un profil qui lui convient vraiment bien, Madouas. Le problème de Madouas, c'est qu'il est très fort, très endurant, mais qu'il peut pas gagner parce qu'il a pas de vitesse de pointe, donc il peut pas sortir tout seul et il peut pas gagner un sprint. Mais sinon, c'est vraiment un parcours qui lui convient à merveille, avec une course très usante comme ça, c'est vraiment ce qu'il affectionne particulièrement. Et donc je pense qu'il sera équipier, parce que on peut pas se permettre de protéger plus de deux coureurs. Et donc je disais, Laporte, je le vois bien en backup de Alaphilippe. Laporte, si on regarde rapidement son état de forme, il a fait le Tour de France, mais il n'a pas fait grand-chose sur le Tour de France. Il a surtout contrôlé pour Vingegaard, pour Van Aert parfois, mais il n'a pas joué sa propre carte. Et dans cette saison, il n'a pas fait grand-chose, hein, puisqu'il a été malade après Milan-San Remo. On l'a pas vu à beaucoup d'endroits. Il a chuté sur le Tour d'Italie et il l'a abandonné. Donc saison de galère pour Laporte, même s'il a fait le Tour de France où il a peut-être gagné en forme pour les Jeux Olympiques. Parce que sur le papier, c'est une course pardon, qui lui convient bien, mais pas trop de garantie. Donc moi, je pense que la stratégie de la France, ce sera Alaphilippe leader, qui devra attaquer, c'est certain. Laporte qui reste en backup. Et puis il faudra vraiment que Madouas et Vauquelin durcissent la course pour les autres et soient les équipiers. Alors, je sais pas trop si la France devra porter le poids de la course, parce que clairement, on n'est pas autant favori que la Belgique, on n'est pas autant favori que le Danemark, qui eux devront vraiment porter le poids de la course, même peut-être même moins que les Néerlandais. Mais il y a un moment où on va devoir rouler quand même. S'il y a un Belge ou un Danois qui part dans un coup, il faudra vraiment que Madouas soit avec ou Laporte. Donc il faudra rester vigilant, mais je suis pas sûr qu'on ait à beaucoup rouler. Donc ça sera un point positif. On sait que Thomas Voeckler, c'est aussi un filou, qu'il a des stratégies toujours assez alambiquées et qui sont généralement assez bonnes. Donc je pense que Voeckler n'aura pas trop de mal à nous faire donner le meilleur de cette équipe de France. Mais est-ce qu'on a nos chances pour les médailles? Moi, je pense que si on veut vraiment jouer la gagne, c'est avec Alaphilippe. Et peut-être que Laporte peut obtenir une médaille de bronze ou d'argent en backup. Euh, Autre chose, je pense qu'Alaphilippe n'est plus le coureur qu'on connaissait pendant l'I20, pendant ses titres de champion du monde. Je pense qu'il a un peu perdu de son explosivité. Et donc il va vraiment falloir jouer de tactique et jouer sur plutôt de l'endurance pour essayer de piéger les autres coureurs. Et vu que c'est une course avec pas beaucoup de coureurs par équipe, sans oreillette pardon, pour faire la stratégie, il y a moyen que Julien Alaphilippe, dans un coup tactique, arrive à piéger les autres équipes et puis puisse s'imposer. Mais sinon, si jamais ça arrive, si la décision ne se fait pas avec Alaphilippe, Laporte sera là en backup pour essayer d'assurer pardon, une médaille. Peut-être une médaille de bronze, peut-être une médaille d'argent, mais pour l'or, je pense que c'est vraiment Alaphilippe pour rien. Voilà, pour l'équipe de France, qui, donc je le disais, j'espère ne devra pas assumer le poids de la course. Ensuite, côté avant, on a Jonathan Narvaez. Jonathan Narvaez qui est seul dans son équipe, puisque l'Équateur n'est pas assez bien coté au classement UCI. Euh, Et le champion olympique en titre, Richard Carapace, n'est pas sélectionné, puisque c'est Narvaez qui a été sélectionné, ça fait un peu débat.
Il y a eu une petite guéguerre avant, entre les deux avant que finalement Carapaz souhaite le meilleur à Narvaez, mais Narvaez est clairement le coureur qui est le plus adapté à ce parcours-là. Euh, c'est un Flandrien, un puncher. On a vu notamment qu'il a gagné sur la première étape du Giro, où il était vraiment super fort pour battre Pogacar. Ensuite, on l'a vu à de nombreuses reprises dans les échappées où c'était difficile. C'est un très beau coureur, Jonathan Narvaez. Euh, je pense qu'il sera très en forme pour ces Jeux Olympiques. Il était là sur le Tour de Slovénie au mois de juin. Depuis, il n'a pas couru, mais je pense qu'il devrait arriver en forme et ça sera vraiment un concurrent à suivre. Et lui, il aura vraiment le profil électron libre. Il sera tout seul dans son équipe. Le problème, c'est qu'il va devoir aller chercher des bidons tout seul, aller chercher des infos, donc se replacer tout seul. Il fera des efforts qu'un Mathieu Van Der Poel, un Remco Evenepoel, un Junior Alaphilippe ne fera pas, mais au moins, il aura aucunement le poids de la course à assumer. Il va vraiment la couler douce jusque le circuit urbain, je pense, et c'est là qu'il pourra jouer sa carte. Mais il faudra vraiment être très tactique pour Jonathan Narvaez, qui est seul dans son équipe, mais la cote de 20 montre bien que si les bookmakers en ont fait un gros favori pour, au moins pour le podium, ça, il y a vraiment moyen qu'il soit là pour jouer sa place. Ensuite, côté à 25, on a un profil qui est un peu similaire, c'est Binyam Girmay. Alors, similaire, c'est faux, dans le sens où Girmay et Narvaez n'ont pas les mêmes qualités. En revanche, ils ont tous les deux la caractéristique d'être seuls dans leur équipe. Donc, Girmay va devoir se débrouiller tout seul aussi, pour faire sa course. Girmay, clairement, lui, vu qu'il n'a pas d'équipier, il va devoir s'attacher aux groupes principaux le plus longtemps possible. Il a fait un Tour de France énorme, donc ça c'est certain. Il tient une très bonne forme et il faudra que ça se finisse en petits groupes. Et là, il pourra peut-être régler tout le monde au sprint. On a vu qu'il était très rapide au sprint sur le Tour de France. Là, vraiment, c'est l'occasion pour lui de faire parler sa pointe de vitesse, mais le problème, c'est que sa course dépendra vraiment énormément des autres, encore plus que pour Narvaez. Donc, objectif de Binyam Girmay, se faire tout petit, et puis espérer que les plus forts ne soient pas assez forts pour faire la décision tout seul, et que ça finisse dans un petit groupe, ou alors qu'il puisse accompagner un Remco, un Van Aert, un Mathieu Van Der Poel tout seul, et qui se fasse un sprint à deux et qui gagne. Mais donc il est coté à 25. Je pense que ça met bien en avant le fait que sa course sera vraiment dépendante de celle des autres nations. Mais si jamais il arrive à se faufiler assez longtemps, ça peut être une course qui lui convient. Moi, je mettrais pas trop d'espoir sur Binyam Girmay. Je sais pas pourquoi, c'est plus un sentiment. J'ai l'impression que ce sera pas vraiment sa course, mais sur le papier, c'est un coureur qui peut briller. Côté à 25, ensuite, on a aussi Jasper Stuyven, dont on a déjà parlé. Jasper Stuyven, donc, qui a un profil qui est très très adapté à cette course-là, mais qui devra probablement travailler pour son équipe. La même chose pour Christophe Laporte, qui est coté à 30. Ensuite, on a Marc Hirschi, qui est coté à 30 aussi. Marc Hirschi, donc, qui représentera la Suisse. La Suisse qui n'aura que deux coureurs, si je dis pas de bêtises. Donc, Stefan Kung et Marc Hirschi. Marc Hirschi, en fait, c'est le coureur de l'ombre qui fait toujours des placettes, qui gagne un peu moins souvent. Bon, là, il a gagné pas mal sur le Tour de République tchèque, mais bon. Euh, Qu'est-ce que le Tour de République tchèque? C'est pas vraiment non plus du niveau des Jeux Olympiques. Euh, il est coté à 30. C'est un profil qui pourrait lui convenir sur le papier. Moi, j'ai un peu du mal à le voir faire mieux qu'un top 5, quoi, Marc Hirschi. Je suis désolé, mais j'ai peut-être un avis un peu différent des bookmakers où moi, je vois plutôt Stéphane Kung. Sur ce profil-là, c'est plutôt un profil où Stéphane Kung fait top 5. Parce que Stephen Kung, il a le problème de ne pas pouvoir gagner de course non plus, vu qu'il a pas de pointe de vitesse. Mais il est très endurant, c'est vraiment un profil type Flandrien, ça peut lui convenir. Stephen Kung qui a déjà fait des belles choses aussi sur des championnats du monde. Le seul problème pour Kung, c'est que il n'était pas très fort sur le chrono. Il avait seulement 8e sur le chrono. Derrière des mecs comme Oliveira, comme Bisseguer, comme McNulty. Et ça, c'est pas très rassurant sur son état de forme. Donc on verra comment la Suisse va la jouer. Moi, je mettrais plutôt une piécette quand même sur Kung que sur Hirschi, mais vu que Kung n'a pas fait un très bon chrono, peut-être qu'il est pas si en forme que ça. Donc ça sera à surveiller pendant cette course des JO. D'ailleurs, Kung est coté à 200 pour les bookmakers, donc c'est probablement moi qui suis un peu trop dans ma bulle et qui vois Kung plus fort qu'il ne l'est, peut-être parce qu'il est à la Groupama.
Mais ouais, je sais pas. Moi, Hirschi, je le sens pas trop pour mieux qu'un top 5. Moi, je vois plutôt Stéphane Kuhn. Mais on verra comment la Suisse va s'organiser parce qu'ils ont que deux coureurs, hein, de toute façon. Donc, pas trop le choix. Mais au moins, ils devront pas assumer le poids de la course. Ça, c'est un avantage pour eux. Favori suivant, côté à 30, Tom Pidcock. Tom Pidcock, donc, qui sera a priori le leader désigné euh, du Royaume-Uni. Euh, le problème du Royaume-Uni, enfin non, c'est pas le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne, pardon, parce qu'il n'y a pas d'Irlande dedans. Ah si, il y a l'Irlande du Nord, donc ça doit être le Royaume-Uni, pardon, désolé, je dis n'importe quoi. Royaume-Uni, équipe avec Joshua Tarling. Bon, Tarling, il était là pour le chrono. Là, même s'il a fait des belles choses sur les Flandriennes, je pense qu'il sera équipier. Fred Wright. Fred Wright, beau profil sur le papier. Il a déjà fait des belles choses sur des Tours des Flandres, etc. Le problème, c'est qu'il a quitté le Tour de France malade, lessivé. Dans quel état de forme il se situe maintenant? Gros point d'interrogation. Je pense qu'il sera équipier. Stephen Williams. Stephen Williams. Très très fort sur certains profils, Stephen Williams, hein, vraiment. Sur ce Tour de France, il a été fort sur certaines étapes de montagne, mais c'était pas vraiment son profil adapté. Alors qu'il a fait des choses de fou, notamment sur la Flèche Wallonne. Euh, Stephen Williams, c'est tout ou rien avec lui. Soit il est très fort, soit on le voit pas du tout de la course. Et donc a priori, le leader, ce serait plutôt Tom Pidcock, ce qui serait logique. Tom Pidcock, donc Tom Pidcock, pardon, qui sera le leader désigné du Royaume-Uni. Tom Pidcock, qui a fait par contre la course du VTT, qui a gagné l'or en VTT, qui s'est montré très fort, qui avait une crevaison et qui a finalement quand même gagné devant Victor Koretsky, pardon. On va pas trop en parler puisque c'était dans des conditions pas litigieuses mais qui sont un peu douloureuses pour la France puisque sans cet accroc entre Pidcock et Koretsky qui a mis pied à terre pour Koretsky, peut-être que Koretsky aurait pu se battre pour la victoire finale, même si on va pas se mentir, Pidcock était plus fort. Euh, Est-ce que Pidcock est dans les meilleures dispositions pour une course sur route après cet entraînement un peu spécifique VTT? Je sais pas. Pidcock a fait un Tour de France transparent où il a abandonné. Euh, Sur le papier, c'est vraiment une course qui peut lui convenir parce qu'il est technique, parce que les descentes, lui, ça va pas trop lui faire peur. On sait qu'il y a des descentes qui sont un peu techniques quand même, notamment la descente de Montmartre, où il peut faire parler ses qualités. Il va assez vite aussi. Dans un autre état de forme, mais sans avoir fait le VTT avant, je l'aurais peut-être mis au niveau peut-être d'un Pedersen. Là, je pense que le fait qu'il soit coté à 30, ça reflète le fait qu'on ne sait pas trop où le situer, s'il est vraiment prêt pour la route. On a aussi des doutes suite à son Tour de France un peu en dents de scie, donc c'est pour ça qu'il est coté à 30. Mais moi, j'ai un peu du mal avec cette équipe du Royaume-Uni. Je sais pas s'ils vont prendre la course en main ou pas, parce qu'ils ont 4 coureurs quand même, ils pourraient le faire. Mais quelle sera la stratégie du Royaume-Uni? J'ai un peu du mal à les voir briller. Donc ils vont peut-être me faire démentir, mais peut-être Stephen Williams pour jouer certains coups et puis Pidcock en leader unique. Et je vois pas vraiment de grosses chances de médaille pour le Royaume-Uni sur cette course-ci. Favori suivant, Cota 40, Alberto Bettiol. Alberto Bettiol, évidemment, c'est un profil de course qui lui convient bien. On se souvient qu'il avait été énorme sur les championnats du monde à Glasgow, mais qu'il avait été un peu présomptueux. Il avait attaqué trop tôt et ça lui avait coûté cher dans le final. Mais vraiment, course qui lui convient à merveille. Bettiol qui a fait le Tour de France, qui a fait beaucoup d'efforts comme tous les coureurs de l'AIF, qui a abandonné à la 14e étape, euh, après une chute, si je dis pas de bêtises. Mais il a fait le chrono des Jeux Olympiques et ça avait l'air d'aller. Il a fait 18e, ce qui est pas incroyable, mais c'est pas non plus un coureur spécialisé dans le chrono. Alors là, par contre, il faut regarder la start list de l'Italie. Ils sont que 3 coureurs. Et avec lui, il y a Elia Viviani et Luca Mozzato. Bon, ça fait aucun doute que Bettiol sera le leader unique. Viviani, probablement là, puisqu'il est aussi aligné sur la piste. Et Mozzato, je sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'on n'avait pas de coureur profil flandrien sur l'Italie. Donc c'est eux qu'on a ramenés. Mais donc je pense qu'ils seront vraiment. Ils vont pas tenir très longtemps dans la course, hein. Ceux-là, Mozzato et Viviani, dès le début du circuit urbain, je pense qu'on va les voir disparaître. Donc tout pour Bettiol. Et je pense que l'Italie va un peu se cacher. Ils ont vraiment aucune raison de prendre la course en main. Donc Bettiol pour jouer un coup. Franchement, côté à 40. Mais moi, je le vois faire peut-être un meilleur résultat que des Coq, que des Hirschi, quoi. Donc
En lice pour un top 5, on va dire Alberto Bettiol. Côté à 40, on a aussi Matteo Jorgensen. Ça, c'est intéressant, Jorgensen. Jorgensen qui a fait un beau Tour de France, qui sera le leader des États-Unis, a priori. Il y aura une belle équipe quand même, puisqu'il y aura avec lui Brandon McNulty. McNulty qui est quand même un coureur qui avait marqué de son empreinte les Jeux Olympiques de Rio. Il avait accompagné Carapaz longtemps avant de craquer. C'est pas n'importe qui. Et Magnus Sheffield, qui est aussi un coureur vraiment très efficace sur ces profils-là. Donc trois beaux coureurs pour les États-Unis. Est-ce que tout sera fait pour Jorgensen? J'espère, parce que c'est vraiment lui qui a le meilleur profil pour briller. Jorgensen, donc, qui a fait une belle saison. On se souvient donc qu'il a brillé sur Paris-Nice, qu'il a remporté. Il a fait une belle campagne de classique. Deuxième du Dauphiné, huitième du Tour de France en étant au service de Vingegaard, en faisant deuxième à Isola 2000. Je pense qu'il arrive très en forme, Jorgensen, et ça sera à coup sûr un coureur à surveiller. Je trouve même que côté A40, c'est un peu trop faible pour Matteo Jorgensen, donc c'est un coureur qu'il faudra suivre avec une belle équipe des États-Unis. Donc. Côté A40, on a aussi Skelmose, même si je vous ai déjà donné mon avis. J'imagine plutôt quelque chose d'axé autour de Pedersen. Côté A40, on a Michael Matthews pour l'Australie. Évidemment, c'est un profil qui lui convient bien à Matthews. Il aura une équipe qui sera dédiée autour de sa personne, je pense, puisqu'il y aura Simon Clark qui sera un bon équipier et Ben O'Connor. Alors, je sais pas pourquoi Ben O'Connor, parce que c'est vraiment pas un profil qui lui convient, mais toujours est-il que Matthews, qui a fait aussi un Tour de France où on l'a vu un peu à l'attaque, qui a fait pas mal d'efforts, je pense qu'il arrivera en forme pour ces Jeux Olympiques et il peut jouer un peu sa carte. Euh, mais voilà, vraiment étrange d'avoir sélectionné Ben O'Connor là-dessus, mais côté à 40, c'est à peu près représentatif de son niveau, je pense. Et ensuite, on est coté à 75 sur les coureurs suivants, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Je vais parler rapidement des nations dont on n'a pas parlé. Il y a la Slovénie dont on n'a pas parlé. Il y a quatre coureurs, mais qui n'a pas Pogačar. Ils ont Tratnik, Mohoric, Novak, Mesgec. C'est pas des coureurs qui se sont montrés à l'avantage ces derniers temps. Mohoric invisible sur le Tour de France. Sélection donc de 4 coureurs, mais je sais pas trop comment ils vont la jouer. Mohoric sur le papier, c'est une course qui lui convient bien, hein, mais il a pas l'air en forme, donc Slovénie, ouais, vraiment équipe qui manque de la présence de Pogačar. Équipe d'Espagne, 3 coureurs, avec Lascano qui sera le leader. Il y a Aramburu qui est aussi présent dans l'équipe, mais je pense vraiment que c'est plutôt Lascano qui le coureur à qui cette équipe conviendra, ce parcours conviendra le mieux. En revanche, présence de Juan Ayuso, incompréhensible. Vraiment, c'est vraiment pas un profil qui lui convient, mais bon. Juan Ayuso qui sera là. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'on avait vraiment pas d'autres coureurs sous la main. Enfin, je sais pas, moi je pense qu'un Garcia Cortina ça aurait pu être plus adapté, mais c'est Juan Ayuso qui a été sélectionné. Un peu bizarre. On n'a pas parlé non plus du Portugal. Rui Costa, Nelson Oliveira. Ils devraient pas faire grand-chose, je pense. La Colombie, Buitrago, Felipe Martinez, les Colombiens qui ont vraiment pas de coureurs qui sont adaptés à ce genre d'épreuve. Là, cette fois-ci, qui sera le leader? J'en sais rien. Honnêtement, je veux pas trop m'épancher là-dessus. Peut-être Felipe Martinez, qu'on a vu déjà parfois accrocher des résultats sur des Ardennaises, mais là, un peu difficile. La Norvège, Warren Skjold et Foss. Bon, bah oui, c'était surtout là pour le chrono. Là, pour la course en ligne, ce sera peut-être plutôt Warren Skjold, mais voilà. Vraiment, ils vont voir la course de loin. L'Allemagne, Polit Charman. Polit qui est très en forme. Bon, c'est Polit qui est un coureur qu'il faut pas négliger sur ce parcours-là. Il peut clairement accrocher un top 10, voire mieux. Donc, à surveiller. On n'a pas parlé de l'Irlande non plus. Irlande avec Ryan Mullen qui a fait un super chrono. Et Ben Illy. Ben Illy, c'est vraiment un profil qui lui convient, ces Jeux Olympiques. Le seul problème de Ben Illy, c'est qu'il a fini le Tour de France totalement cramé, je crois. On verra s'il a encore un peu d'essence dans le moteur, mais s'il est en forme, très très grosse carte pour un top 5 au moins, Ben Illy. On verra quel est son état de forme. On n'a pas parlé non plus du Canada, avec Derek G et Michael Woods. Euh, Michael Woods qui peut être un bon coureur de championnat, mais là le profil lui convient pas trop. Il a eu une saison assez difficile. Au contraire de Derek G qui lui est en pleine bourre. Après, j'ai pas vu pour l'instant beaucoup d'Eric J sur des classiques, donc je peux pas trop vous donner mon avis là-dessus. Mais
Voilà. Donc on jettera quand même un œil sur le Canada. La Nouvelle-Zélande, Corbin Strong, Laurence Pitty. Alors si on était en début de saison, Laurence Pitty aurait été dans les favoris pour le top 5. Là, il paye un peu son début de saison Tony Truant, Laurence Pitty, il a pas fait grand-chose depuis. 24e du chrono, c'est pas très bien. Mais donc Laurence Pitty, on l'adore évidemment, énorme espoir de la Groupama FDJ. Il faudra garder un œil sur lui, mais on peut pas lui en vouloir s'il est pas dans le rythme et qu'il lâche assez tôt. Il a fait un super début de saison, il est en train d'apprendre, il est super jeune. Peut-être qu'il aura pas le niveau pour faire quelque chose sur ces JO. Alors, côté de la Pologne, on annonce Aniolkowski plutôt que Kwiatkowski. Un peu dommage. Voilà. De qui d'autre on peut parler? Hem, Dans les autres équipes dont on n'a pas cité les noms et qui ont plusieurs coureurs, heu, il y a plus que des équipes en fait avec un coureur que j'ai pas trop cité là et franchement, je vois pas trop qui pourrait peser sur la course. En fait, on a énormément de nations avec des coureurs qui sont même pas dans le World Tour. Là, j'ai la liste sous les yeux, ça fait un peu peur, hein, des Maroc avec, Achraf El Dogmi qui a participé au contre-la-montre mais qui a pris très cher. Algérie, Ouzbékistan, Slovaquie, Turquie, Panama, Argentine, tout ça, c'est des nations qui ont un coureur qui va vraiment galérer. Donc ça, c'est des nations qui vont essayer de prendre l'échappée, mais des coureurs qui sont vraiment pas calibrés au tour et qui vont avoir du mal à finir cette épreuve-là, je pense. De toute façon, qui viseront pas trop de médailles. Et puis un dernier mot quand même pour un coureur que j'aime bien, c'est le Mongol, le coureur mongol, Kembaljian Sam Bayar, qui court chez la Bourcos cette année, qui a pas de très bons résultats, mais c'est un coureur sympathique qu'on suivra, mais donc qui sera peut-être dans l'échappée. Heu, Si on doit récapituler ces Jeux olympiques, donc on a dit un parcours qui sera quand même, difficile, assez sélectif, avec pas mal de relances dans le circuit urbain en plus, heu, surtout rendu très difficile par le manque d'équipiers. Qu'est-ce qu'on envisage comme scénario de course? Bah, tout d'abord, il y aura une échappée, ça c'est certain, probablement avec plein de coureurs de seconde zone, de petites nations. Là, il faudra se poser sur, la composition de l'échappée et voir si on a des coureurs d'une grande nation qui s'y est glissé. Alors je pense pas qu'on a un Danois, un Français, un Italien, un Belge, un Néerlandais qui soit dans ces équipes-là. Parce que si jamais il y a un de ces coureurs-là qui est dans l'échappée, les autres vont pas le laisser sortir, je pense. On n'a que 4 coureurs par équipe. On peut pas se permettre d'avoir un coureur trop fort qui part dans l'échappée, parce qu'on n'aura pas de quoi faire rouler assez longtemps. Donc je pense vraiment que du côté des grosses nations, on va se neutraliser sur le début de course, on va laisser partir une échappée nombreuse mais pas dangereuse, dans le sens où on aura beaucoup de coureurs de nations pas niveau World Tour qui vont pouvoir sortir. Mais ensuite, je pense que on n'aura pas de coureurs des trop grosses équipes, parce que sinon ça va trop foutre le bordel dans l'organisation et on laissera pas partir l'échappée. Donc, si on suppose qu'il y a une échappée qui part devant, avec des coureurs pas très dangereux, ça peut très vite prendre 10-15 minutes, et ensuite ça devrait revenir derrière. Euh, je suis à peu près certain que la Belgique va mettre un coureur à rouler derrière l'échappée, comme le Danemark. Peut-être un peu la France, je sais pas, c'est possible. Peut-être qu'on verra Danoulo rouler un petit peu, mais vu qu'ils sont que 3, c'est pas certain non plus. Peut-être un Anglais aussi, les Anglais qui sont 4, qui roulera derrière, pourquoi pas un Fred Wright ou un Joshua Tarling. Et donc là, faudra vraiment, le but, ça sera de revenir sur l'échappée sans dépenser trop de force. Et je pense qu'il ne se passera rien dans la vallée de Chevreuse, dans le parcours en ligne avant d'arriver dans les circuits. Enfin, il n'y a pas vraiment le terrain pour le faire. Ou alors on aura des offensives de très loin, je sais pas, de deuxième couteau, mais euh, j'ai un peu du mal à envisager des attaques de trop loin. En revanche, dès qu'on arrive dans les circuits finaux, là, ça va être vraiment très tactique. Vu qu'on n'a pas beaucoup de coureurs par équipe, en fait, si jamais il y a un Belge qui sort, eh ben, il faudra qu'il y ait un coureur danois, un coureur français, peut-être un néerlandais, un italien, un anglais, un danois, un américain qui soit dans le coup. Parce que si jamais il y a un coup qui part avec deux, trois coureurs de grosses nations qui avaient pris le pas de la course et que vous n'êtes pas dedans, bah, ensuite c'est à vous d'assumer la poursuite. C'est d'autant plus difficile qu'il n'y a pas d'oreillette, qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs par équipe. Bref, ça va vraiment être super tactique. Il faudra très bien organiser au niveau des équipes.
Je sais pas, faudra vraiment déterminer un plan de base, dire c'est toi qui y vas, puis c'est moi, puis ensuite on fera un roulement. Mais dès qu'on va rentrer dans le circuit urbain, ça va être vraiment très tactique, je pense. Imaginons qu'on a un Remco qui sorte. Est-ce que Van Der Poel y va ou est-ce qu'il reste avec, avec Van Aert? Ou inversement, s'il y a un Van Aert qui sort, que fait Van Der Poel? Que fait la France? Est-ce que la France essaye d'accompagner? Mais si on met Madouas avec Evenepoel ou Van Aert, on sait qu'il perd. Peut-être qu'il faut mettre plutôt un Laporte ou un Alaphilippe. Ça sera vraiment très tactique et ça sera super intéressant à suivre, je pense. Et c'est aussi ça qui fait qu'on pourrait voir des attaques peut-être assez tôt de Van Der Poel pour se débarrasser de tous les mecs un peu parasites, d'avoir vite un groupe de costauds qui sort et qui soit plus facile à surveiller. Le problème, c'est que s'il sort Van Der Poel, il y aura probablement et Evenepoel et Van Aert qui essaieront de le suivre. Donc, je pense vraiment que le travail de Van Der Poel, ça sera d'essayer de sortir avec grand maximum un seul Belge et Pedersen. Enfin, vous avez compris quoi. Faut vraiment pas qu'il y ait de doublette dans le groupe de ce fort qui va sortir. Sinon, la nation qui a une doublette sera tout de suite très avantagée. Et donc, peut-être qu'on peut avoir des attaques dès le début du circuit urbain pour essayer de se débarrasser des équipiers et du surnombre, de piéger certains favoris, de partir avec des seconds couteaux pour dire en mode bah, non, mais la Belgique, tu vas pas rouler derrière moi puisque j'ai Stuyven avec moi. Donc, Van Der Poel, Stuyven, est-ce qu'on laisse Stuyven jouer sa carte ou est-ce qu'on lui dit de faire de la patinette et d'attendre le retour de Remco ou de Van Aert? Enfin, c'est vraiment quelque chose qui sera super intéressant à suivre au niveau tactique. C'est quelque chose de très particulier qu'on a un peu dans les classiques de manière générale, mais là qui sera encore plus exacerbé par le fait qu'on ait très peu de coureurs par équipe. Vraiment, j'ai très hâte de suivre ça. Si je dois pronostiquer quand même, je vois bien la Belgique essayer d'attaquer de loin avec Remco et avoir Van Aert qui doit coller les basques de Van Der Poel quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Et en tout cas, ça va être super intéressant à suivre. Et donc la tactique pour la France, je pense qu'il faut vraiment que Alaphilippe participe à la course du dur et qu'il arrive à sortir à un moment. Euh, Ce serait bien qu'il arrive à sortir peut-être avec Van Aert ou avec Stuyven et peut-être avec Pedersen. Mais il faut pas qu'il sorte avec Van Der Poel parce que je pense que avec Van Der Poel, il perd quasiment dans toutes les configurations. Evenepoel, peut-être qu'il peut le battre au sprint. Euh, mais il faut vraiment, donc je pense, Alaphilippe qui joue la course de mouvement avec Madouas et Vauquelin qui font tout pour le placer, et puis Laporte qui reste à l'affût et qui essaye de sprinter si jamais il y a sprint. Mais ça va vraiment être une course super intéressante à suivre, pardon. Pour moi, le grand favori, c'est quand même Van Der Poel, mais j'espère bien que la tactique de la Belgique sera capable de le mettre à mal, parce qu'on sait que Van Der Poel a écrasé pas mal des courses flandriennes. Bon, il n'y avait pas Evenepoel et il n'y avait pas Van Aert la plupart du temps, mais ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir une course dans laquelle on ait énormément de tactique et que Van Der Poel, s'il gagne, c'est très bien, je suis très content pour ça, mais qu'il soit vraiment mis à mal par la tactique de la Belgique, qu'on ait quelque chose de très serré. Et évidemment, on espère que la France pourra jouer l'or et peut-être une médaille d'argent ou de bronze avec la porte. Mais voilà. J'espère que vous allez kiffer devant votre télé. N'oubliez pas donc la course homme et samedi, course femme et dimanche. Profitez-en bien. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Petit Cyclette. Salut!